Je vais appeler maintenant Richard Donia, qui est une accompagnatrice de beaux projets d'entreprise. Elle en a déjà beaucoup à son actif. Elle vous expliquera exactement ce qu'elle fait. Et surtout, bien sûr, les témoins vivants, c'est-à-dire vraiment de cet accompagnement, c'est-à-dire plusieurs de nos adhérents, ou non-adhérents d'ailleurs, qui ont des problématiques spécifiques. Et le service formation de l'UNIC a organisé cela pour prendre le pouls, dresser des diagnostics et travailler bien évidemment en parfaite concertation avec ces entreprises. On commence à voir les restitutions. Vous connaissez Thierry Guillemin, vous connaissez Christelle, vous connaissez Donia. Il y a aussi tout un appareil positif, si je puis dire, d'intervenants. Aujourd'hui, nous considérons que le rebond passe d'abord par les compétences et la maîtrise de son devenir au travers, évidemment, de ce qui fait la force de la qualification du facteur humain. Avant de passer la parole à Richard et à Donia, je voudrais dire un mot, parce que vous avez vu des fournisseurs qui sont là, qui sont des fournisseurs partenaires. Il ne s'agit pas de... L'UNIC ne cherche pas de sponsoring. On n'est pas du tout là-dessus. Mais on a travaillé avec plusieurs d'entre eux sur des sujets qui vous sont chers, et auxquels vous avez participé, notamment au Japon, mais pas qu'au Japon. Donc, on a Rikmi qui est là, au fond de la salle. Bien connu. M. Baudreau est quelqu'un qui continue à accompagner des entreprises industrielles extrêmement lourdes en termes de robotique, mais il va loin également sur les process d'optimisation et d'automatisation. Et il a une expérience que certains de nos grands acteurs qui sont dans la salle connaissent. C'est un partenaire étroit de FANUC que vous avez visité au Japon. C'est d'ailleurs grâce à lui, grâce à cette intervention, qu'on a pu frapper à la porte de FANUC. Ce n'était pas du tout évident, donc je l'en remercie. Il y a bien sûr KM qui est là. KM, c'est... alors s'il y a un fournisseur qui est extrêmement lié à la problématique formation et élévation des compétences, c'est bien en effet Konica Minolta. C'est pour eux, je crois, une question d'avenir immédiat, et on les accompagne aussi sur beaucoup de sujets. La preuve, c'est que Mathieu a été l'un des premiers à dire oui sur l'accompagnement imprime vert du site de démonstration de KM. Là encore, merci à eux, parce que j'ai rien à leur vendre, du tout. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas achetable. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Un congrès comme celui-là, je vous le dis, n'aurait pas pu se faire sans, je n'appelle pas ça un partenaire, sans Ambition Graphique. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi ? Parce que on en a fait des congrès magnifiques, magnifiques, dans des lieux splendides, etc., sur financement de l'UNIC. Mais là, la problématique RH, la problématique où on essaie de se saisir de beaucoup de choses, il faut faire le tri, nécessite un partenaire visible. Et je m'arrête un instant sur la notion de partenaire visible. Ils nous ont aidés sur le parcours Japon, sur la Drupa, sur Unkeller Days, mais ils ne sont pas assez visibles. Ils ne sont pas assez visibles. Parce qu'en France, quand on lève l'impôt, on est réduit à une fonction de taxe parafiscale. Et c'est pourquoi ils ont décidé, le conseil d'administration et Bernard, d'essayer de monter une conférence symposium avec de très très grands acteurs. Quand je dis de très grands acteurs, c'est des acteurs du secteur, bien sûr, des entreprises qui ont bénéficié d'accompagnement. Je vous rappelle que dans un cas sur deux, ce n'est pas de la formation, voire dans 2 cas sur 3. Rappelez-vous ça. Ce n'est pas l'OPCO, là. C'est pas l'OPCO.
C'est pas l'usine à gaz que vous connaissez. Et Ambition Graphique a souhaité interpeller les entreprises pour dire notre diac c'est celui-là, voici ce que l'on finance, voici ce que l'on accompagne pour renforcer l'efficience des entreprises et la compétence des salariés. Il y a donc une conférence, le 5. Elle n'a rien d'une conférence magistrale. Il y a un grand témoin qui intervient, l'ancien président d'Essilor, qui intervient en effet sur la stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie ? Réappropriée au sein d'entreprises dont on sait qu'elles sont semi-industrielles. C'est quoi ? Ça parle comment ? Quels sont les outils de la matrice, en fait, de l'approche stratégique plutôt que l'approche au fil de l'eau. Un grand patron, comme M. Fontanet, et les acteurs qui seront là le jour de cette conférence, sont là pour redire à quel point la branche industrie graphique est peut-être modeste, mais elle a tout d'une grande. Si elle a tout d'une grande, elle doit savoir maîtriser tous ces outils-là. Je vous invite donc, parce qu'à l'intérieur du programme que vous avez dû recevoir, il y a des approches RH, il y a des témoignages d'entreprises qui ont été accompagnées, il y a des, comme ici, comme vous allez le voir avec l'IDIC, des témoignages du vivant encore, parce que ce n'est pas du discours. Et je tiens vraiment beaucoup à ce que vous puissiez vous investir dans cette conférence ou envoyer un de vos collaborateurs ou une de vos collaboratrices, RH, directeur de site, directeur de production, etc. C'est très important, c'est dans un lieu magique, un Institut de France en fait, et c'est pas pour recevoir un discours, non, pour recevoir des outils et prouver que ça peut marcher dans un contexte comme le nôtre, qui est une industrie de la transformation du message. Une industrie de la transformation du message. Et on sait les menaces qui pèsent sur le secteur, on doit aussi relever tous ces défis. Et c'est pourquoi, à mon sens, les uns et les autres, vous devez, je pense que vous devez, écouter ça, vous y rendre, partager, n'ayez jamais peur de vous exprimer sur le sujet, parce que sinon, le silence, pour certains, c'est finalement, ils ont capitulé. Donc, 5 décembre, s'il vous plaît. Je rappellerai ça, je demanderai même à l'équipe de relancer des entreprises, je ferai le point avec Bernard, mais on tient beaucoup à votre présence parce qu'elle s'inscrit dans la même logique que celle que vous avez vue là, et celle qu'on a construite avant, et celle qu'on a construite au Japon, celle qu'on a construite à la Drupa. C'est-à-dire, en fait, on donne des lignes, et ces lignes-là, elles arrivent, même si ce sont des petites rivières, dans le même estuaire, l'estuaire de la compétitivité. Je voulais vous dire ça parce que c'est important. On compte beaucoup sur vous. Les autres partenaires, Lourmel, évidemment, Lourmel, si vous pouvez me remettre juste derrière, Lourmel, Pagora, bien sûr, qui est dans la, qui nous fait l'honneur d'être là. Pagora était au Japon. Pagora nous a aidé naguère à notre parcours innovation sur la Drupa. Evelyne est beaucoup plus présente que ne l'étaient ses prédécesseurs parce qu'elle pense que quelque part il y a un sursaut collectif sur le secteur graphique qu'il faut valoriser. On est là aussi pour l'aider et se réinvestir dans cette école qui est notre école. Imprime-Vert, bon, ça va, on sait tout ça. Ça ne fait que progresser. Ça va progresser d'autant plus, bon, je peux le dire ici, qu'on va remettre la main dessus. On va remettre la main dessus. Parce que ce qui s'est passé avec Amigraph n'est pas forcément positif. Donc on va reprendre en main. Mathieu, Nadège, n'arrête pas. Pour l'instant, c'était des oukases. Maintenant, c'est autre chose. On est obligé de travailler sur le transfert des outils. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. On doit un service aux entreprises qui sont labellisées et celles qui aspirent à l'être. Richard, maintenant, c'est lui qui pilote ce projet, ces accompagnements, avec succès. Avec Donia, que vous ne connaissez pas pour certains, mais quand on l'a rencontrée une fois, on a compris qu'elle dégage
le rayonnement d'une exoplanète. Et et encore, je dis rien. Bon. Allez, mon Richard, à vous. Je tiens à remercier les participants à cette table ronde que je vais m'empresser de présenter, même si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec eux. Donc, Soisy Ravol, qui est la PDGR de Audu. PDGR? Oui, PDGR. Allez, soyons féminins. PDGR, je ne sais pas, j'ai inventé ça. J'ai déjà lu quelque part. Donc, PDG. PDG du groupe IOV Imprix Graph. Je vous laisse continuer, cher ami. Oui, pardon, j'étais en train de parler avec le monsieur sur le perchoir. Puis Philippe Van Est, groupe Prena. Baptiste Dupont-Grillet pour Imprimerie La Ville. Et Lucie de Atelier Saint-Luc. C'est pareil. Fort bien. On peut passer à la suivante, monsieur, sur votre... Permettez-moi quand même de présenter Donia Kebelli, qui, pour le cabinet Atterdac, qui est experte associée à l'IDIC et qui m'a aidé à construire cette table ronde avec nos invités. Richard, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? Richard Navez, responsable formation emploi compétences unique IDIC. Je suis ravie de vous rencontrer, de voir autant d'imprimeurs au mètre carré. C'était une première pour moi. Donc vraiment ravie de tous vous voir ici. Si on peut passer à la slide suivante. Donc effectivement, l'idée de cette table ronde est venue du thème même de ce congrès, à savoir le rebond. Nous avons eu la chance d'écouter ce matin une série d'interventions meilleures les unes que les autres, en tout cas toutes intéressantes. Et effectivement, il nous semblait intéressant, à partir de ces éléments extérieurs au secteur économique qui pèsent sur l'activité des entreprises, d'apporter aussi une vision, un témoignage, ou plutôt 4 témoignages de 4 dirigeants d'entreprises de notre secteur pour exprimer à leur niveau comment ils mettent en œuvre et conduisent le rebond au sein de leurs entreprises. Ils sont, vous le verrez, vous les connaissez pour certains, mais vous le verrez dans leur présentation, ils sont tous très représentatifs d'un segment de notre secteur, tant par leur taille que par la spécialité de leur activité. Et effectivement, ils ont accepté d'apporter leur témoignage, leur vision des choses sur des choses extrêmement concrètes qu'ils vivent au quotidien. Sachant que nous avons eu la chance, avec l'équipe d'intervenants que je mène, de les accompagner dans leurs réflexions et de les amener effectivement à construire des projets d'entreprise en nous appuyant sur les compétences qui les composent. Je vais donc commencer par... slide suivante, s'il vous plaît. On l'a vu ce matin, rebondir, c'est déjà en ayant connaissance d'un environnement qui est autour de cette entreprise et qui pèse sur cette entreprise. C'est comment l'entreprise peut élaborer ou réfléchir à un projet stratégique qui lui permette d'avoir une vision d'avenir et de rebondir par rapport à son quotidien. C'est également avoir une capacité à formaliser les choses, passer de l'idée à la transcription de celui-ci pour enfin communiquer, expliquer en interne les projets que l'entreprise souhaite mener et accessoirement, vous l'avez compris, emmener tout le monde dans ce projet de telle façon que c'est collectivement que le rebond puisse s'organiser au sein des entreprises du secteur. Oui, il y a un chiffre, un seul. Après, on n'en a plus parce que déjà ce matin, c'était costaud. Un seul chiffre que j'avais envie de partager avec vous, qui vient d'une étude, cabinet RH qu'on connaît. Une requalification interne coûte 1,5 à 3 fois moins coûteuse qu'un recrutement. Autrement dit, le message que moi j'avais envie de faire passer à ce moment-là, c'était de se dire, avant de recruter en externe, posons-nous la question de savoir si la ressource n'existe pas en interne. Voilà, c'était un petit peu J'ai trouvé ce chiffre assez marquant. Voilà. On peut passer à la slide suivante, il me semble. Alors justement, IOV, groupe Imprix Graph. Alors, je vais me permettre de planter le décor, si vous me passez l'expression. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le groupe IOV Imprix Graph, vous le savez certainement, est avant tout une scope. Déjà, premier élément caractéristique de l'entreprise, c'est-à-dire effectivement une implication forte des collaborateurs de l'entreprise pour participer au projet de l'entreprise.
Effectivement, il revient au chef d'entreprise, au PDG ou à la PDG, comme elle voudra, de prendre en main les choses et effectivement d'emmener tout ce petit monde derrière elle dans un projet réfléchi, structuré. Nous avons eu la chance de nous rencontrer, de discuter beaucoup du projet d'entreprise et puis de réfléchir effectivement au travers d'une première étape qui était un diagnostic organisation des flux de production, conduit par Nicolas Bello, arriver à avoir une photographie de l'existant, des enjeux et des moyens qu'il fallait mobiliser et proposer à l'entreprise d'avoir un plan d'action qu'il fallait ensuite incarner et effectivement conduire. C'est un projet qui est toujours en train d'être mené, mais je souhaitais effectivement que Swazik puisse nous en parler. Et j'avais une question pour toi, Swazik. Dis-moi. Tu fais partie de ces dirigeantes qui ont décidé de franchir le pas, d'être accompagnées par des personnes qui sont externes à l'entreprise. On sait combien c'est difficile d'ouvrir les portes à des personnes qui ne font pas partie de l'entreprise. Voilà. Ce que j'avais envie de te demander, c'est justement, ça fait quoi, en fait, de franchir ce pas-là, qui reste encore difficile pour certains dirigeants, soyons honnêtes. Comment ça s'est passé ? Voilà, si tu pouvais un petit peu nous expliquer. Ça m'a pas semblé difficile, même pas mal. En fait, à partir du moment où on rencontre un dysfonctionnement, qu'on fait venir du personnel extérieur expérimenté, expert du sujet, et qu'on établit un plan d'action possible pour résoudre tous ces problèmes, ça paraît évident qu'il faut rentrer dedans. La particularité qu'il y a avec ton accompagnement, pour recontextualiser, c'est que Swazik aime quand ça avance, oui. et aime quand tout avance en même temps. Oui. Donc on a une particularité, c'est que là on intervient de manière pluridisciplinaire, ce sera beaucoup plus simple. Donc comment tu vois les choses, comment tu t'y es pris, comment ça se passe ? Parce qu'on est en cours. Alors la première étape, donc effectivement, c'est comme disait Richard, j'ai contacté l'UNIC pour planter un peu le contexte. Moi, j'ai repris la direction il y a 2 ans. Avec une connaissance de l'entreprise quand même. Enfin, j'avais quand même 15 ans d'expérience dans l'entreprise, donc je voyais les dysfonctionnements. Et mon plus gros caillou dans la chaussure était sur l'organisation de la production. On n'avait pas forcément les bonnes personnes aux bonnes places. On avait un fonctionnement qui était une organisation faite sur les hommes et pas sur les réels besoins de l'entreprise, avec beaucoup de non-conformités qui me rendaient dingue. On perdait de l'argent tous les jours avec des choses qui me rendaient dingue. Mais je n'arrivais pas à prendre le problème par la bonne entrée. J'avais besoin d'avoir de l'appui dessus. Donc Richard a formulé mes problématiques avec les bons mots, m'a proposé un plan d'action en 4 étapes. Et il m'a dit, libre à toi de prendre l'une, l'autre ou les 4 actions possibles. Là, j'ai pris banco, je vais les 4. La première action, elle a été sur la conduite du changement. J'aurais pas pensé à démarrer par ça, mais ça paraît tellement évident maintenant qu'il faut commencer déjà par préparer les équipes au changement avant de les amener à bousculer leur manière de faire. Donc, on a eu l'intervention de Lou qui est venue chez nous. Donc, on a arrêté toute la production. On a eu une journée complète où tous les salariés ont été réunis à un même endroit, où on a fait la conduite de changement ensemble. Donc c'était génial parce que, outre la conduite de changement qui s'est opérée ce jour-là, il y a une vraie cohésion. Et c'est tombé aussi dans un moment de l'entreprise qui était un peu compliqué pour nous parce que j'avais à ce moment-là décidé de rapatrier la production d'un site vers un autre. Donc on vivait un gros changement. Donc petit aparté aussi, c'est que cet accompagnement-là tient compte aussi de la vie de l'entreprise qui arrive au fur et à mesure, et on n'est pas que stricto dans l'action qui est menée. Donc ça, c'est une force aussi. Donc on a mené cet accompagnement au changement. C'était l'étape 1. Étape 2, c'était le travail avec Donia. Donc évidemment, comme disait, je ne sais plus qui le disait, si c'était Pascal, une fois qu'on a rencontré Donia, on ne peut plus s'en passer. Ça, je l'avoue. Donc, Donia, on a fait un gros travail. Sur la stratégie parce que je mène depuis 2 ans beaucoup d'actions. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. J'arrête pas. Mais après, il faut structurer un peu tout ça. Donc, Donia a fait un gros ménage. On a rédigé toutes les actions, toutes les idées, toutes les
les envies, enfin tout ce que j'avais, et on les a re-rangés dans les bonnes cases en mettant des axes stratégiques avec des objectifs stratégiques à chaque fois. Donc on a fait des smartés, on a fait ce genre de choses. Donc à partir de là est intervenu Nicolas qui est un petit peu plus loin dans la salle, qui lui a une formation d'ingénieur et lui nous a aidés avec le CODIR parce qu'on a dans la SCOP où je suis, on a un conseil d'administration mais on a un CODIR pour l'opérationnel. Et Nicolas nous a aidés sur la gestion des non-conformités, sur les indicateurs de performance. Et sur le troisième, Nicolas, j'ai un trou, parce qu'on est en plein dedans, hein, vous excusez. Tableau d'amélioration continue. Voilà, les fiches process. En plus, c'est un travail que j'ai mené la semaine dernière. J'ai un trou. Donc, on a effectivement retravaillé l'organisation de l'entreprise en process et pas en RH, parce que bonne élève que je suis, j'avais rédigé des belles fiches de poste qui sont très bien pour un service RH, mais pas du tout opérationnel pour l'organisation de l'entreprise. Donc on en est là, on en est à mi-parcours. L'étape d'après, ça va être, je parle trop peut-être, hein. L'étape d'après, ça va être de mettre en action tout ce qui a été imaginé avec des objectifs, avec les process dans l'atelier. Et l'étape dernière, ça sera de revoir après Donia, qui va nous aider à faire monter en compétence les gens qui en ont besoin. Et identifier les compétences nécessaires. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair tout ça. Enfin, après, vous n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, je passerai le micro au cas où. Que de rebondissements dans l'entreprise. C'est ça. Merci Donia. Soisic. Non. Merci Donia. Parfait. Deuxième intervention que nous avons souhaité mettre en avant, toujours dans un souci de voir que, quelle que soit la taille de l'entreprise, rebondir, ça s'organise et ça s'adapte surtout aux situations des entreprises. J'ai demandé à Philippe d'avoir la gentillesse d'apporter son témoignage sur une expérience que nous avons conduite au sein du groupe Prenant. Alors, plus précisément, son unité FP Industrie, mais déjà un petit peu diamant graphique, donc c'est quand même aussi un petit peu le groupe Prenant toujours. L'idée, effectivement, était tout autre. Là, on était dans un monde industriel. Imaginez-vous un atelier de façonnage, 19 plieuses. On est vraiment sur un outil de production extrêmement bien optimisé. Des écrans partout. La première fois que j'ai visité l'atelier, ça me semblait bizarre. Des écrans au sens indicateur de production. Et en fait, on s'est rendu compte qu'assez rapidement, cette entreprise industrielle, performante, reconnue, parfaitement outillée, elle aussi avait besoin d'emmener son monde quelque part. Et avec Philippe, on a réfléchi, puisque c'est toi qui as lancé l'idée, de l'opportunité justement de plus uniquement nous contenter de l'outil de production, de l'optimisation de l'outil de production, de l'hyper-optimisation de l'outil de production, mais d'investir davantage sur les forces vives de l'entreprise. Et effectivement, nous avons construit ensemble un projet, bien sûr, établi à partir, encore une fois, d'une photographie de l'existant, avec un plan d'action, des recommandations, et avec Philippe et l'équipe de direction du groupe Prenant, mis en place la Prenant Academy. Alors, qu'est-ce que c'est la Prenant Academy, Philippe ? Alors, la Prenant Academy, tout ça, ça part de discussions informelles à bâton rompu avec Pascal, parce que souvent, on échange beaucoup tous les deux sur le passé de la Voilà, ça, les réserves. Donc le passé de la profession, l'avenir de la profession et autres. Et on arrive souvent à ce problème de manque d'attractivité. Rapidement, on arrive sur les inadéquations entre les formations académiques, écoles et les besoins des entreprises. Et c'est triste parce qu'il y a quelques décennies, c'était pas le cas. On en parlait avec Jean-Paul Maury hier soir. C'est vrai que certaines écoles que je nommerai pas, il y a quelques décennies aujourd'hui, on n'a pas les compétences dont on a besoin à travers les formations initiales de quasiment toutes les écoles existantes sur le marché. Donc à un moment, à force de faire un petit peu de provocation avec ces écoles, qui nous invitaient plus d'ailleurs pour voir des démonstrations de jeux vidéo ou d'imagerie numérique, que même nous demander notre taxe d'apprentissage. Bon,
Pascal me dit, mais à un moment, crée ton académie, crée ton centre de formation interne. Donc, on aime bien se lancer des défis. Je lui dis, j'ai besoin de toi, mais on va essayer de créer vraiment un centre de formation intégré. Bon, Groupe Prenant, ça reste une ETI, on est 400 au jour d'aujourd'hui, mais on avait la taille suffisante pour se dire toutes les actions de formation vont être regroupées sous une structure informelle qu'on va appeler la Prenant Academy. Et chaque collaborateur, que ce soit dans les bureaux, dans les ateliers, que ce soit les chefs, que ce soit les caristes, à partir du moment où on est en formation, on n'est plus dans l'entreprise habituelle, on passe dans la Prenant Academy et ça change beaucoup de choses, notamment pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait de formation, que ce soit des études ou de la formation continue. Après, le deuxième constat qu'on a fait, après ce manque d'attractivité, ça a été de dire mais on a beaucoup de compétences clés qui sont en train de disparaître. À chaque départ en retraite, on perd un régleur, on perd la connaissance d'une machine particulière. Et pour arriver précisément au façonnage, voire même au pliage, on s'est rendu compte que nous, pour nos 19 plieuses, tournant en 3/8, on avait 6 régleurs. Et sans faire attention, on s'est retrouvé avec 2 régleurs. Et puis sur ce qui est des contremaîtres, au lieu d'en avoir des excédents et beaucoup de volonté de collaborateurs de passer chef d'équipe, passer contremaître, on était même obligé d'en embaucher. Et quand on essayait d'en embaucher, on n'en trouvait pas. Donc là, le constat qu'on a fait avec Richard, qui est entré dans le jeu à ce moment-là, il m'a fait le miroir et il m'a dit mais ta seule solution, si tu ne trouves pas de régleur, si tu ne trouves pas de contremaître, c'est que tes opérateurs qui au jour d'aujourd'hui sont des aides de finition, chargent du papier, déchargent du papier, lèvent la main quand quelque chose ne va pas pour avoir un réglage, lèvent la main pour appeler le chef s'il y a un souci, lèvent la main pour la maintenance s'il y a une petite panne, il faut que tu les rendes autonomes, il faut que tu en fasses des conducteurs de plieuses autonomes. Donc, on a continué à dire banco. Et le succès aujourd'hui de cette démarche, donc accompagnée par des personnes extraordinaires qu'on a rencontrées ou qu'on connaissait déjà, donc que ce soit Thierry, que ce soit Christelle, que ce soit Pascal, je parlerai de Donia après, c'est un autre sujet. Non, c'est bon, je pense que les gens... Donc franchement, nos collaborateurs étaient très réticents, c'est-à-dire qu'au début, c'était même je ne veux pas faire de formation. Et ils ont réalisé très habilement des petits entretiens avec, on a 120 personnes en façonnage, donc avec peut-être 80 d'entre eux. Et ils ont réussi à en sortir 5, 10, 15, et ils ont formé en niveau 1, c'est-à-dire 5 journées, 25 personnes, en reprenant les fondamentaux du pliage. C'est-à-dire que ce n'était pas... j'ai fait un petit coup de griffe sur les écoles, je peux faire un petit coup de griffe sur certains constructeurs, c'est-à-dire que les formations qui sont dispensées par les différents constructeurs de machines, généralement, c'est plutôt des fins d'installation ou des démonstrateurs. Mais en aucun cas, c'est l'apport du pourquoi. On dit tel bouton sert à telle chose, mais on dit très rarement comment on fait un pli. Comment, avant de régler et de noter même des réglages, il faut comprendre. Et j'ai beaucoup aimé l'approche psychologique qui a été utilisée par Richard et les 3 premiers intervenants. Et il y a eu un peu d'engouement. Donc on en est arrivé maintenant à ce que les rares qui ne sont pas passés dans la Prenant Academy en pliage réclament. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, bien évidemment, on s'est dit il faut aller plus loin pour... au-delà d'une semaine, avoir des gens vraiment autonomes, il faut investir, puisqu'au lieu d'avoir il y a aussi des problèmes d'ergonomie. Si on prend une plieuse, changer des poches, c'est pas donné à tous les gabarits. Donc on a racheté 8 plieuses en 2 ans, modernes, donc avec des réglages à distance, avec des commandes numériques. Et là, on a pu lancer des CQP. Donc les CQP, c'est déjà 120 à 140 heures. On est plusieurs générations dans l'entreprise. Donc il a fallu aussi régler, et c'est souvent ce que beaucoup d'organismes de formation ne font pas et que j'ai trouvé avec l'IDIC, c'est ce réglage entre la production et la formation. On ne peut pas arrêter nos usines, on ne peut pas arrêter les machines pour faire de la formation. Et si on ne fait pas de formation, on finira par arrêter nos usines, arrêter nos machines. Et j'ai trouvé à travers l'IDIC vraiment un partenariat intéressant. C'est-à-dire qu'on sait, donc ils m'ont demandé de déménager même quelques plieuses pour les mettre bien dans un coin.
On a, de manière à dire, à ce moment-là, on ne parle que de formation. Ils ne sont pas perturbés par du planning, par des vrais dossiers. On s'entraîne, on démonte, on remonte, on pose des questions. Mais après, à 20 mètres de là, on va aussi sur des vraies plieuses avec des vrais dossiers. Et ça tout du long. Et si en même temps, la réalité de l'entreprise fait qu'il n'y a pas des élections tous les jours, mais s'il y a une surchauffe, la formation va continuer pendant que cette production est très très soutenue. Et en même temps, dans les creux, on peut aller jusqu'au demain, j'espère, l'APL des rebonds et d'autres dispositifs, c'est-à-dire bien faire comprendre à nos collaborateurs que quand il y a des creux, on fait un type de formation, et quand il y a au contraire des coups de chauffe, on n'abandonne pas la formation, on est accompagné par les formateurs sur de la production réelle. Donc tout ça, ça a conduit à étendre maintenant aux dos carrés collés, aux encarteuses. D'autres CQP sont en route, et on a même, c'est peut-être là où on a plus de difficultés, on a même commencé à le faire pour la conduite des machines feuilles. Mais là, il y a encore de l'ego, il y a encore une difficulté pour admettre qu'on va apprendre de l'extérieur quand on est considéré comme un acteur un peu majeur de l'impression feuille. Et pourtant, dès qu'on a un margeur qui devient conducteur, on a beaucoup de mal à lui donner les bases, et là, l'IDIC est là pour, à travers un CQP, reprendre ce margeur qui est hyper motivé, qui pense tout connaître, gentiment, indépendamment de la hiérarchie, reprendre et apporter beaucoup. Donc tout ça, c'est que du positif. En plus, on a eu un accompagnement exceptionnel sur tout ce qui est financier et administratif, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps à passer là-dessus. Je doutais même qu'on puisse bénéficier d'autant d'accompagnement, alors pas du tout sur la partie salaire, mais je parle uniquement de la partie pédagogie, et que ce soit ambition graphique, l'OPCO dans une certaine limite. J'avoue que ces 2 ans en arrière, j'imaginais pas qu'on allait bénéficier d'un programme aussi important, d'accompagnement humain, d'accompagnement financier, d'accompagnement juridique et administratif. Donc c'est vraiment aujourd'hui une expérience réussie. Alors je sais pas des meilleurs pour la fin, peut-être un peu quand même. Le dernier projet qu'on a mené avec l'IDIC, qu'on a lancé avec l'IDIC, je vais même dire plutôt que terminé, c'était l'accompagnement des chefs. Parce que ça, on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Non. Mais dans nos imprimeries, la plupart du temps, un bon ouvrier devient un chef d'équipe, ou un régleur, un contremaître, un chef d'équipe, peut même être amené à diriger une équipe importante. Moi, je prends mon chef d'atelier façonnage, il a 120 personnes, mais un bon technicien ou un bon opérateur ne fait pas un bon chef. Or, il y a une dualité entre la confiance qu'on lui accorde, mais sans lui apprendre le métier, un chef sa chef, mais là, il fallait que Donia leur fasse prendre conscience. Alors là, c'est en cours. Donc on a pris tous les contremaîtres façonnage, les chefs d'équipe et le chef d'atelier, et on va à leur rythme. C'est-à-dire que là, on ne peut pas leur imposer un rythme, mais on essaye de créer plus un mode coaching dans lequel, s'ils ont un problème, y compris avec leur hiérarchie, y compris avec nous-mêmes, Laurent Prenant, Christian Prenant, moi, qu'ils puissent avoir un peu une confidente qui est Donia. Alors de temps en temps, ils l'oublient pendant 2 mois. Et de temps en temps, ils ont un gros problème, mais ils ont quelqu'un à qui parler en dehors de leur chef. Ça peut être sur des choses toutes simples. Gérer des congés. Un chef d'équipe qui a un atelier de 30-40 personnes, il n'a jamais appris. Gérer des conflits, des remontées de fait, du disciplinaire. C'est facile de dire les RH vont s'en occuper ou la direction va s'en occuper. Or, dans toute autre industrie ou dans tout autre secteur d'activité, on demande au chef de gérer aussi une partie RH, épaulée par le service RH, une partie organisation. Et je pense que Donia est en train d'apporter ça, alors avec de temps en temps quelques affrontements. De temps en temps, elle leur suggère simplement de s'interroger sur tel sujet, sur eux-mêmes. Mais je mise peut-être même encore plus d'espoir que sur la formation technique, sur la formation humaine, parce que les managers de demain, on ne va pas les trouver ni sur le marché, ni dans les écoles. Et ce n'est pas parce qu'on a fait grandir trop vite des collaborateurs d'une fidélité exemplaire à l'entreprise qu'on va en faire les bons managers de demain dans nos différents services. Voilà un peu pour mon testimonial. Je ne sais pas si tu te souviens d'un moment qu'on a passé... Dis pas tout. Non, je dis pas tout.
On avait organisé une journée où on avait regroupé tous les chefs d'équipe et chefs d'atelier, et on avait commencé cette matinée par un petit-déj. Vous m'aviez fait venir à 7h du matin, je crois, ce jour-là. J'ai trouvé que c'était un moment très touchant. Je ne sais pas si tu as envie, parce que pour moi, il a été, il fait partie. C'est une pierre à l'édifice. Alors, c'est vrai qu'on est encore pas en haut de la tour, mais il a été déterminant. C'est un moment crucial, et on en parle souvent avec Laurent Prenant. Donia nous avait incité à libérer la parole, à mettre nos collaborateurs, donc là, au niveau de l'encadrement de proximité, les mettre en situation de pouvoir un peu tout dire, tout exposer, qu'il n'y ait pas de limite. Donc ça ne pouvait pas être avec nous. Et l'idée était vraiment de les mettre dans une bulle en dehors de leur usine habituelle. Donc on aurait pu les mettre dans cette salle, on les a mis sur un autre site qui était Choisy-le-Roi. Et l'idée, moi, c'était de leur expliquer la démarche le matin et de leur dire... Je pense que vous me faites confiance, mais je ne vous demande pas de me raconter trop de choses sur même votre vécu de l'entreprise et l'entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que Donia, la consultante qui nous a été présentée par Pascal et Richard, on a appris à la connaître, on lui fait confiance, il y a une déontologie, et ça c'est fondamental dans le cadre du coaching. Donc maintenant, on parle ensemble une petite demi-heure, mais je vais vous laisser une journée complète avec elle. Et tout ce qui sera échangé entre vous ne sortira pas de votre équipe. Donc, il n'y aura pas de rapport, il n'y aura pas quoi que ce soit, mais vous allez pouvoir exprimer. Vous êtes depuis 10 ans, 20 ans, jusqu'à 30 ans dans l'entreprise. Vous êtes à l'aise dans le rapport hiérarchique, mais votre ressenti profond, vos volontés de changement, vos volontés d'amélioration, comme vos soucis non exprimés, là, vous avez vraiment une personne qui... va pouvoir vous les analyser, échanger avec vous, faites tantôt le miroir, tantôt un petit conseil, mais qui va devenir un peu votre confidente. Et ça, ça va être un moment fort. Ouais, c'était vraiment chouette. Je les ai vus, en tout cas eux, super contents de pouvoir échanger avec toi dans un autre cadre. Merci. Merci Donc Philippe. voilà. Merci Philippe. Troisième intervenant, si on peut passer la slide suivante. Donc effectivement, la ville imprimerie. Je vais laisser là encore Donia introduire. Oui, la ville imprimerie, Baptiste, si on peut passer à la slide suivante. Alors, au-delà des constats, des objectifs, des moyens, des résultats qui sont affichés, on sait tous lire. Ce qui a été intéressant avec Baptiste, c'est que je suis intervenue dans le cadre d'un diagnostic pour un peu, si vous voulez, analyser les dynamiques internes et vérifier si ces dynamiques-là, justement, étaient en phase et pouvaient servir la stratégie d'entreprise. Et au-delà de la stratégie, c'était surtout la vision de Baptiste. Parce que Baptiste a une vision très, très, très forte. Et est-ce que je peux te demander de partager cette vision avec notre public ? Donc la ville, on est une entreprise de 15 personnes. On est une imprimerie très particulière, c'est qu'on travaille avec des machines typo, avec des vieilles machines, etc. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, l'idée c'était de voir ce qu'on pouvait faire avec ça, et avec une intuition très forte que l'imprimerie c'est un art graphique avant tout, et c'est un art graphique qui utilise essentiellement deux sens, la vision évidemment, l'esthétique visuelle, mais aussi l'esthétique tactile, le beau papier, des impressions avec des effets de marquage, etc. Quand vous voyez un gaufrage, c'est exactement ce que je veux dire par une esthétique tactilo-visuelle. C'est pas imprimé, c'est gaufré dans le papier, et ça donne une belle impression, un beau ressenti visuel du fait que c'est un gaufrage. Donc nous, à la ville, ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on travaille à fond cette esthétique tactile et visuelle. Ce qui voulait dire, donc je vais vous dire après dans les deux activités dans lesquelles on les a portées, mais ce qui voulait dire par là, c'est qu'il fallait que les équipes soient particulièrement créatives pour être force de proposition auprès des clients sur comment revoir leur propre graphisme, leur propre design, leur propre projet, pour qu'ils utilisent à fond cette esthétique tactile autant que visuelle. Donc être créatif, ça voulait dire aussi que les équipes puissent innover en interne, imaginer des choses qu'on puisse après mettre sur Instagram ou sur notre site, ou que les commerciaux puissent les proposer aux clients pour qu'ils revoient leur projet.
Donc on l'a déporté sur deux activités. Une, c'est tout ce qui est pour la déficience visuelle, parce qu'évidemment l'esthétique tactile pour eux c'est hyper important. Donc avec des tables de médiation tactile qu'on fait pour des musées, évidemment le braille, et l'autre activité qu'on va appeler luxe premium, où on va avoir des clients, donc des parfumeurs, des clients dans le luxe, etc., qui vont travailler avec nous pour construire des invitations, etc., avec cette esthétique tactile. Tout l'enjeu, c'était comment on crée dans une industrie, ou dans une activité qui est très technique, des équipes créatives. Et pour cela, il fallait un management qui soit le plus horizontal possible. C'est-à-dire que les équipes puissent participer aux décisions collectives, puissent mettre en place leur propre process, vraiment puissent intervenir avec moi et co-construire l'entreprise avec moi. Sur l'activité braille et tactile pour les musées, donc la partie déficience visuelle, ça a très bien fonctionné. Les équipes étaient déjà en mode projet, donc le fait de pouvoir co-construire avec moi l'entreprise, c'était facile. C'était des projets, on rajoutait des projets internes parmi les projets externes, et cette équipe-là, c'est très soudé, et aujourd'hui, ils se réunissent tous les 3 mois pour revoir leur process, sans que je sois là d'ailleurs aujourd'hui, revoir leur process, ils font juste un compte-rendu. On a fait une réunion avec eux lundi dernier, ils ont imaginé des nouveaux produits, des nouvelles choses qu'on pouvait faire. Là, vraiment, c'est une équipe, j'ai juste à l'accompagner pour aller dans la bonne direction, revoir aussi leur ambition, pour parfois un peu atténuer, pour pas que ce soit trop compliqué, pour qu'ils puissent facilement les mettre en œuvre, mais ça marche bien. Sur la partie imprimerie, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là où je me suis aperçu qu'ils étaient à fond sur le projet. Les esthétiques tactiles, ils comprenaient parfaitement ce qu'on voulait faire, mais allouer du temps à l'innovation, allouer du temps à comprendre mon projet, aller jusqu'au bout des idées était compliqué. C'est là où j'ai fait appel à Donia en me disant il y a des sujets, et en plus, comme les deux équipes commençaient à avoir des différences de culture, des différences de niveau, ça créait des tensions. Où une équipe trouvait que l'autre équipe n'était pas encore au bon niveau, donc du coup, ils prenaient trop de temps dans l'entreprise, ou trop de temps aux dirigeants, etc. Donc il y avait vraiment des conflits qui se créaient. Donc dans l'entreprise, au contraire, moi je voudrais qu'il y ait quelque chose de vrai soudé autour d'une vision. Donc j'ai fait appel à Donia pour un diagnostic, où elle était interrogée chaque personne individuellement, avec des questions qu'on avait préparées, pour aller aussi loin et comprendre qu'est-ce qu'eux comprenaient de la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'eux comprenaient de ce que je voulais faire, et comment faire pour aller au bout de ce projet. Et le diagnostic de Donia a été assez clair, c'est que donc sur la partie évidemment musée, ça marchait très bien, et ils comprenaient exactement le sujet. Sur la partie imprimerie, pour eux, ils pensaient que ma vision, c'était pas exactement le tactile, mais c'était aller dans le luxe. Ils avaient réduit un peu les choses. Et eux-mêmes partageaient leur frustration voilà, Baptiste nous explique qu'on peut co-construire avec lui, qu'on peut travailler sur l'entreprise, mais on n'arrive pas, on manque de cadre pour savoir comment concrétiser les choses. Et donc, suite au diagnostic de Donia, qu'elle nous a restitué, avec les équipes, on a décidé que pour les projets internes, au niveau de l'imprimerie, j'allais les accompagner en leur mettant en place des objectifs plus clairs sur les projets, avec des jalons et avec un accompagnement, avec une méthode qu'on a mis en place pour les aider à identifier les actions qu'ils voulaient faire pour la co-construction et ensuite aller jusqu'au bout, donc avec des jalons. On a commencé sur des premiers sujets extrêmement simples, revoir les dossiers de FAB. Donc là, j'ai une équipe, une commission qui se réunit, qui ont 3 rendez-vous sur 3 semaines pour travailler le dossier de FAB avec différents échelons. Et moi, je les accompagne à des moments clés pour voir s'ils vont dans le bon sens, leur partager mes idées, etc. On a une équipe aussi, une petite commission de 3 personnes dans l'entreprise qui travaille en ce moment sur des checklists. Comment faire des checklists d'autocontrôle à tous les niveaux, dossier de FAB, pour être sûr que tout a été bien pensé. Et surtout, le travail qu'on transmet à l'autre a bien été pris en compte et qu'ils ont une vision globale du travail qui a été fait. Voilà, des trucs très simples comme ça. Il y a quelque chose que je retiens aussi du travail qu'on a mené et qu'on a déjà mené, c'est qu'il se passe une remise en question au niveau des équipes, mais pas que. Oui, oui, clairement. Je pense qu'en fait, quand on veut vraiment faire une transformation et qu'on a une ambition forte, avec une vision vraiment différenciante par rapport à son métier, c'est difficile, c'est complexe, c'est ambitieux. Et
les remises en cause, elles doivent être faites aussi au niveau du dirigeant, donc au niveau de moi-même. C'est-à-dire que moi, je voulais comprendre qu'est-ce que je faisais bien et qu'est-ce que je ne faisais pas bien et qu'est-ce que je pouvais, moi, changer. Et une des choses qu'on s'est rendu compte, le retour d'Odonia, un peu un effet miroir par rapport à ça, c'est que le leadership était très fort. C'est-à-dire que les personnes étaient très engagées dans l'entreprise, très engagées auprès de moi, me faisaient confiance et voulaient me suivre, mais qui, comme il manquait en fait la méthode, d'ailleurs, le déroulement de la méthode, l'explication de la méthode et l'accompagnement beaucoup plus concret, terrain, ils se sentaient assez livrés à eux-mêmes et avaient du mal à aller jusqu'au bout. Et donc la première remise en cause, la grosse remise en cause que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ok, le leadership, c'est très bien, d'avoir des équipes à fond derrière soi, c'est super, mais ça ne suffit pas. Il faut évidemment mettre aussi en place les bons process, les bons jalons pour que les équipes puissent savoir quand est-ce qu'elles font bien et quand est-ce qu'elles vont jusqu'au bout et qu'elles aient des objectifs intermédiaires et des jalons. Donc on a mis en place ces méthodes-là, oui, effectivement. Tout à fait, merci. Merci Baptiste. Merci. On a vu qu'il y avait les gestes qui accompagnent le rebond que tu as mis en œuvre dans l'entreprise. Mais c'est exactement ça. C'est cette succession d'événements, de challenges, de projets, de remise en cause, d'implications qui font que petit à petit, chacun adhère au projet de l'entreprise. C'est un processus de rebond. Merci de cela. Quatrième intervenante, Lucie Barrier, qui a donc la nouvelle PDG d'Atelier Saint-Luc. C'est toujours intéressant, surtout dans ce lieu, de revenir à un atelier de reliure très traditionnel. Chacun a présent à l'esprit l'ambiance très particulière qui règne dans un atelier de reliure. C'est le calme, la sérénité. On reprend les cahiers, on défait le livre pour mieux le refaire, et puis on le magnifie, bien sûr. Et c'est vrai, quand on va chez Atelier, quand on intervient au sein d'un atelier Saint-Luc, il y a un deuxième facteur qui se rajoute à cette ambiance du métier de la reliure, c'est qu'on intervient dans une entreprise dont on est à la 4e génération de chefs d'entreprise. Inutile de dire donc que le passé de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise compte beaucoup. Et effectivement, quand on voit arriver une jeune chef d'entreprise pleine d'ambition pour la société dont elle prend maintenant la direction, là encore, challenge pour conduire ce nouvel élan qu'elle doit mettre en œuvre. Et là encore, Lucie s'est trouvée, confrontée à une certaine réalité dont il a fallu s'imprégner pour continuer d'avancer dans son projet d'entreprise. Je vais te laisser le présenter. Ça a été très bien présenté pour le coup. Donc moi, effectivement, je reprends l'entreprise après mon arrière-grand-mère qui a créé, mon grand-père, mes parents à la suite, ma maman qui était l'ancienne PDG avec Monsieur Barrier, que vous connaissez certains. Et donc effectivement, j'hérite d'un patrimoine humain avec cette entreprise, donc 25 salariés, on est redescendu un petit peu à 21 en ce moment, mais ça reste entre 20 et 30 salariés, et il faut se faire accepter. Alors effectivement, je suis une jeune femme, comme vous avez pu le remarquer. Je suis bientôt maman, comme vous avez peut-être aussi pu le remarquer. Je viens pas du métier en plus de relieur à la base, donc j'en hérite, j'ai littéralement ça dans le sang, on va pas se mentir. Et donc effectivement, il y a eu un vrai challenge de se dire déjà je deviens chef d'entreprise, donc ça c'est pareil, ça s'apprend pas, je crois qu'il n'y a pas d'école de chef d'entreprise, donc on est tous un peu dans cette optique de faire notre mieux en n'ayant pas forcément tous les outils dans les mains, et moi je suis un peu du genre perfectionniste et dans le contrôle, donc il a fallu me remettre en cause moi dans un premier temps avant de remettre en cause mon équipe, et en me remettant en cause moi et en me formant moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout faire toute seule et que l'équipe devait être formée. Et j'ai des salariés qui sont là, effectivement, comme pour tout le monde ici, et devant au moins 30 ans. J'en ai qui ont été embauchés par mon grand-père, hein, donc avec des habitudes, avec des choses qu'ils savent faire et des vrais enjeux dans leur poste de
surtout pas changer les routines, surtout pas toucher à, même si ça va mal, c'est pas grave, au moins on sait comment on souffre. Donc c'est plus facile de rester dans cette zone d'inconfort. Moi je l'appelle la zone d'inconfort parce que c'est littéralement ça pour certains. Et le travail qui a été fait dans un premier temps, pour être tout à fait concret, parce qu'en fait je passe en dernière et l'entièreté des personnes qui sont à cette table ont soulevé toutes les problématiques que j'ai dans mon entreprise. Donc je vais pas remettre ça sur la table, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce qu'on est là aussi pour mettre en valeur l'IDIC, c'est comment ça se passe. Si vous avez des salariés, il faut passer par de la formation. Enfin, pour moi, ça me semble une obligation. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, je pense que vous passez peut-être à côté de quelque chose. Et en fait, c'est d'appeler à la rescousse les équipes de l'UNIC et effectivement, après, d'avoir l'IDIC qui arrive. Et ça se passe comment ? C'est Richard qui vient un jour à l'entreprise, qu'on ne se connaît pas du tout. C'est quelqu'un de charmant qui se pointe à la porte et on a un super échange pendant au moins 2 heures sur mes problématiques managériales en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, comme le disait très bien Swazik au bout de la table, en fait, il met les mots sur tous les problèmes qu'on rencontre. Et il nous explique par A plus B comment lui il peut nous aider avec son équipe de fantastique. Et puis ils arrivent ensuite dans l'entreprise et ils chamboulent tout, quoi. Voilà. Donc moi ça fait 3 ans qu'ils chamboulent tout dans l'entreprise, qui me chamboulent moi aussi par la même occasion. Mais c'est un vrai passage obligé, en fait, parce que ce qui fonctionne dans l'entreprise, il faut le garder, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce qui ne fonctionne pas, en fait, il faut le changer obligatoirement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avancer sur des choses qui ne sont pas développables. Et on est sur le rebond, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et notre génération de dirigeants, pour les 20 prochaines années, ont des vrais sujets de développement. Et quand on a des salariés, je le rappelle, ça passe par l'humain. Et moi, en l'occurrence, en plus, je pense que j'ai beaucoup moins de machines que vous en avez tous dans cette salle, dans mon entreprise. Et en tout cas, si c'est des machines qui marchent avec les 2 bras de mes salariés. Donc en fait, c'est des sujets qui sont très importants, qui changent la vie de certains de mes salariés. En l'occurrence, si on avait une anecdote à fournir, j'ai une salariée, ça fait 35 ans qu'elle est dans l'entreprise, donc c'est mon âge. Donc j'ai rien à lui apprendre, si on passe par là. Et ça fait 35 ans qu'elle fait un métier pour lequel elle n'est pas destinée. Et ça fait 35 ans qu'elle se rend malade, alors qu'elle aime profondément l'entreprise, elle aime profondément ce qu'elle fait, elle est impliquée comme personne. Elle est toujours la première arrivée dans l'entreprise et toujours la dernière à partir. Mais ça fait 35 ans qu'elle fait quelque chose pour lequel elle ne devrait pas être en poste. Donc c'est d'une tristesse sans nom, parce qu'elle ne sait même pas elle-même le voir. Et en fait, c'est grâce à pour le coup, Thierry qui est venu dans un premier temps intervenir sur des fiches process comme d'autres ont fait ici. Et puis c'est passé derrière sur Donia, sur pareil, mettre en valeur certaines compétences. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce que je lui demandais, ce que j'attendais d'elle, c'est encore pire que ça, c'est ce que j'attendais d'elle, elle était en incapacité totale de me le fournir. Et donc moi, je m'évertuais et je perdais de l'énergie à vouloir quelque chose d'elle et être en colère finalement, de me dire, mais bon sang... c'est quand même fou, ça, elle est payée un contrat pour être chef sur ce type de poste et finalement, ça tombe à l'eau à chaque fois, quoi. Et surtout, cette personne-là avait été promue à ce poste-là parce que c'était une forme de récompense. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est extrêmement loyal, professionnel, sérieuse. Donc à un moment donné, elle accède à un poste parce qu'on a un dirigeant qui veut la récompenser. Et en réalité... ça ne marchait pas parce que cette personne n'était pas destinée à faire du management. Donc c'est aussi ça le risque, c'est de mettre en poste une personne dans des fonctions managériales alors que c'est pas du tout son truc. C'est vraiment une personne qui ne veut pas gérer l'humain. Et pourtant, c'est une personne qui a de très fortes responsabilités. Donc on est en train de gérer avec ça en ce moment. Ouais. Merci beaucoup. Swazik, Lucie, Baptiste, Philippe, merci de vos témoignages.
Juste avant de vous libérer, inutile de dire que c'est effectivement avec des chefs d'entreprise comme ceux-là qu'on a la chance de pouvoir conduire des projets aussi intéressants que ceux-là. C'est aussi avec des moyens que la branche met à disposition des entreprises pour les accompagner dans leur rebond, il faut le dire. On se demande toujours à quoi peuvent servir les contributions ou les taxes que l'on paye. Pour le coup, celles qui sont collectées par la branche, par Ambition Graphique, sont redistribuées au service des entreprises pour accompagner des projets d'entreprise, pour accompagner des collaborateurs. Et vous l'avez vu, 4 témoignages qui, je crois, sont extrêmement représentatifs de ce qui se passe dans nos entreprises, dans notre secteur, et qui permettent à ces entreprises de continuer d'aller de l'avant et puis mobiliser leurs équipes au travers de vrais projets qui les emmènent loin. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci à tous les 4 de vos témoignages.